Tu arrives sous le soleil de Californie et tu vas faire une randonnée dans les montagnes de Santa Lucia. Là-bas, tu as une sensation étrange et désagréable, comme si quelqu'un t'observait. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. C'est alors que tu regardes le sommet des montagnes devant toi et ton cœur fait un bond. Sur les sommets, tu peux voir la silhouette d'un gigantesque humanoïde. Ses bras sont tendus et un magnifique arc-en-ciel l'entoure. Cette mystérieuse silhouette est entièrement vêtue de noir. Tu ne peux pas distinguer d'expression faciale ou de détails, mais tu peux le voir bouger. Puis, il disparaît sous tes yeux. Félicitations, tu viens d'être témoin des Dark Watchers, un phénomène qui terrifie les randonneurs dans les montagnes californiennes depuis plus de 300 ans. Même aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas donner une explication précise à ces mystérieuses apparitions. Ce que nous savons, c'est que c'est complètement naturel. Enfin, probablement. Une théorie prétend qu'il n'y a pas de silhouette du tout. Le cerveau humain imagine simplement des images créées par les ombres que les nuages projettent sur les montagnes. Au fil des siècles, les gens partagent des histoires sur cette légende et leur esprit commence à leur donner forme en construisant des images reconnaissables. La même chose peut arriver, comme par exemple lorsque tu vois les contours d'un visage humain sur un morceau de pain grillé ou la forme d'un chien dans un nuage qui passe. L'explication scientifique la plus acceptée est ce que l'on appelle un spectre de Brocken. C'est lorsque la lumière du soleil est déformée par des gouttelettes de brume ou des nuages. Cela explique l'arc-en-ciel qui entoure ces figures. Quant à l'ombre, ce n'est que la tienne qui est étirée et projetée sur les montagnes devant toi. Après tout, ces figures apparaissent généralement lorsque le soleil est derrière le témoin. Naturel ou pas, les mystérieux personnages qui disparaissent te font mourir de peur. Tu te diriges donc vers l'est et tu te retrouves dans le désert. Le soleil brûlant s'abat sur ton dos. Il n'y a rien sur des centaines de kilomètres à la ronde. Difficile de croire que cette plaine desséchée et sans vie était autrefois le fond d'un lac. Tu vois une longue trace dans le sable, comme si quelqu'un poussait ou tirait quelque chose de très lourd sur le sol. Tu suis l'étrange piste et à la fin tu trouves une énorme pierre. Pourquoi quelqu'un traînerait-il un rocher aussi lourd au milieu du désert ? Mais rien ni personne n'a touché cette pierre. Elle a bougé toute seule. C'est un phénomène appelé pierre mouvante. Chaque hiver, la glace recouvre le sol ici. Quand un vent assez fort souffle, les pierres commencent à bouger sur cette surface glissante. Une fois la glace fondue, il ne reste plus qu'un sentier sinueux derrière une seule pierre solitaire. Eh bien, pour nous soulager du soleil brûlant de la Californie, dirigeons-nous vers l'Antarctique. Neige, glace et encore un soleil éclatant. Ouais, c'est un désert aussi. La lumière est presque aveuglante. Tu plisses les yeux et au loin, tu vois quelque chose de rouge qui se détache de tout ce blanc infini. En t'approchant, tu réalises que c'est une chute d'eau, une sinistre cascade rouge qui s'écoule du glacier. Des éclaboussures volent dans toutes les directions et tachent la neige blanche. Ne t'inquiète pas, ces prétendus Blood Falls, cascades de sang, ne sont rien de ce genre. Il y a des millions d'années, je n'étais pas là, un glacier s'est formé au-dessus d'une étendue d'eau et a bloqué son accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Puis le lac a réussi à percer le glacier avec un petit filet d'eau. Lorsque cette eau salée à forte teneur en fer rencontre l'oxygène, elle crée cette couleur rouille écarlate. C'est la seule chute d'eau de ce type au monde. Maintenant, dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, les habitants entendent un étrange bourdonnement tous les jours. Mais pas tous. Pour une raison quelconque, seulement 2% des résidents peuvent entendre ce son. Certaines théories avancent que c'est dû à l'acoustique inhabituelle de cet endroit. D'autres y voient une étrange hallucination auditive, voire quelque chose de plus sinistre. Des sons inexplicables se produisent également sur d'autres mondes. En 2020, le rover martien a enregistré un étrange bourdonnement en provenance de la planète rouge. Il s'agit d'un bourdonnement calme et continu qui fluctue parfois à cause des tremblements de terre sur Mars. De retour sur Terre, nous nous dirigeons vers les chaudes forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Tu vois un arbre qui a l'air d'avoir été recouvert de peinture. Mais l'eucalyptus arc-en-ciel a été peint par la nature elle-même. Son écorce insolite change de couleur au fil du temps, comme un kaléidoscope. Elle commence par un vert vif, puis devient rouge, orange, violette et enfin brune. Puis, le cycle coloré recommence. La foudre en boule est l'un des plus grands mystères de la nature. Il s'agit d'une sphère lumineuse bleue, orange ou jaune qui apparaît pendant un orage.
De nombreux témoins disent entendre un sifflement accompagné d'une forte odeur. La première mention de ce genre de phénomène décrivait un éclair qui traversait une fenêtre et disparaissait. Comme dans tous les mystères, les scientifiques ne peuvent pas en expliquer la cause exacte. Une théorie populaire veut que la foudre ordinaire frappe le sol et provoque une réaction entre l'oxygène et les éléments vaporisés du sol. La foudre en boule se produit souvent lors de tremblements de terre où elle prend généralement la forme d'une flamme bleue qui sort du sol. Ce phénomène se produit partout dans le monde, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à le photographier. Il y a un volcan extrêmement inhabituel à Java. Si tu y vas la nuit, tu verras une flamme bleue électrique brûler depuis le sol, ainsi que de la lave bleu vif qui s'échappe. C'est incroyablement chaud, mais ce n'est pas vraiment de la lave. Ce bleu étrange provient du dioxyde de soufre qui s'échappe des crevasses du volcan et s'enflamme. Il se condense également sous forme liquide et ressemble à de la lave bleue qui s'écoule. Dès que tu arrives dans le désert du Namib, tu remarques immédiatement quelque chose de très étrange. Parmi les prairies sèches, on trouve des cercles de terre presque parfaits où rien ne pousse. Ces énormes poids sont appelés des cercles de fées. Et tu l'as deviné, personne ne sait vraiment ce qui les provoque. Le principal suspect est un termite qui mangerait l'herbe autour de sa colonie souterraine. Cela pourrait également expliquer les différentes tailles de ces cercles. Les insectes continuent à manger alors que la colonie s'étend vers l'extérieur, mais ils s'arrêtent avant d'empiéter sur une colonie voisine. Les zones où l'on voit de l'herbe constituent une sorte de frontière entre les différentes populations de termites. Voilà ce que dit la théorie. En route pour le lac Ilié en Australie. Tes yeux ne te trompent pas. Oui, ce lac est rose comme un chewing-gum. Et on peut se baigner dedans en toute sécurité. La flaque rose géante est un lac salé, et il n'est pas le seul de son genre dans le monde. Les lacs salés sont roses à cause d'une sorte d'algues et d'autres micro-organismes qui les habitent. Ils produisent un pigment rouge pour se protéger du soleil. Ce qui est unique dans le lac Ilié, c'est que l'eau reste rose même si tu la mets dans un verre, et elle reste rose vif toute l'année. On ne peut pas en dire autant des autres lacs roses. Le Japon abrite l'un des volcans actifs les plus célèbres du monde. Il est particulier car il crée un phénomène naturel incroyable, un orage volcanique. Le volcan crache régulièrement un nuage noir de fumée, de cendres et d'éclairs. Lors d'un orage ordinaire, les cristaux de glace entrent en collision les uns avec les autres et provoquent une décharge, créant ainsi des éclairs. Dans ce genre d'orage, ce sont les particules de cendres volcaniques qui entrent en collision à la place de la glace. Une nuit paisible sur la plage, les vagues s'échouent sur le rivage et brillent d'un bleu fluo. Mais ce n'est pas l'eau qui brille, ce sont les créatures qui habitent dedans. Ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Le plancton et les algues émettent cette lueur lorsque les vagues les dérangent. Certains poissons, calmars et crustacés peuvent également émettre une lumière fluo pour attirer leur proie. Pas le temps de se promener sur le rivage pour profiter de ce spectacle lumineux naturel. Dépêche-toi, on se dirige vers la haute mer. Il n'y a pas de tempête ou de vent du tout. C'est pourquoi il est si surprenant de voir une énorme vague, haute comme 5 étages, balayer brusquement les eaux calmes. Elle a failli renverser le bateau, mais à peine arrivée, elle disparaît en un instant. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce danger imprévisible et encore inexpliqué s'appelle une vague scélérate. Une théorie sur la façon dont elle se forme est que la surface de la mer rencontre un vent violent de face. Mais souviens-toi, tu n'as pas senti le vent souffler. Théorie numéro 2 et la plus connue, différentes vagues se combinent pour en former une grande. C'est ce qu'on appelle le vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes les vagues, il y en aura une qui absorbera l'énergie des autres comme un vampire. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, elle se libère sous la forme d'une vague géante. Hey, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu ? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal. Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune.
La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer, et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit.
Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles.
Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part ? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapierait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre.
Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet pouet les petits canards! Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts.
N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan.
pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert cache un joli secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs poussent de nulle part. C'est pour ça qu'on l'appelle le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol en attendant juste un peu de pluie. Quand le désert reçoit assez d'eau, environ 200 types de fleurs poussent. Les sables de l'Atacama se parent alors de violet, de blanc, de vert et de rose. Un autre phénomène que l'on peut observer dans le désert est la cascade de sable. Quand le vent pousse beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. S'il y en a vraiment beaucoup, cela crée une cascade de sable comme en Arabie Saoudite. Elle ressemble aux chutes du Niagara, mais sans eau. Les locaux disent que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Les ronds de sorcières, aussi connus sous le nom de cercles des fées ou encore mycélium annulaire, sont de mystérieux cercles de champignons qui apparaissent dans les prairies et zones forestières. La raison pour laquelle ces cercles parfaits apparaissent fait l'objet de nombreux débats. Certaines superstitions prétendent que la danse des fées brûlerait le sol, provoquant la croissance des champignons. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. De la pluie rouge. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y a déjà eu aussi des pluies d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. En pleine mousson, une pluie rouge s'est mise à tomber périodiquement, et ce, sur plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie était teintée par de la poussière ou par des algues, donc évite d'en attraper des gouttes sur ta langue. Les scientifiques ne savent pas comment ces algues ont pu arriver là. Cela rend de tels événements un peu troublants. Les personnes qui vivent dans la vallée de Hesdalen, en Norvège, voient souvent des lumières de couleur blanche, jaune et rouge flotter dans le ciel. Elles apparaissent de jour comme de nuit. Dans les années 80, elles ont été observées 15 à 20 fois en une seule semaine. Ces lumières peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure. Elles semblent littéralement se balancer dans les airs. Certains scientifiques pensent que la raison de ce phénomène est due à de la poussière de fer ionisée. D'autres disent qu'il s'agit d'une combustion mêlant sodium, oxygène et hydrogène. Beaucoup de gens prétendent qu'il s'agit simplement d'avions.
Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares à voir, car il faut des conditions météo parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent s'allier pour créer ces étranges rouleaux. Tout part d'une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche doit se trouver de la glace ou de la neige poudreuse. Une brise assez forte peut alors décoller cette neige et la faire rouler jusqu'en bas d'une colline, comme une boule de neige. Ces rouleaux peuvent faire la taille d'une balle de baseball ou même d'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Ces anneaux ne restent pas en place très longtemps, alors fais vite une photo. Savais-tu qu'il existe un endroit sur Terre doté de son propre écosystème et de sa propre atmosphère ? La grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée close dans l'obscurité totale pendant 5,5 millions d'années. Ce n'est que lorsque des ouvriers l'ont découverte, alors qu'ils cherchaient un endroit où construire, qu'elle a vu le jour. Les scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert qu'un écosystème totalement viable et unique se développait à l'intérieur. En creusant un chemin à travers la roche et en passant par de nombreux tunnels, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfureuse qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère terrestre. Inutile de dire que cet air est toxique. Mais le plus fou, c'est que cette grotte abritait tout un écosystème, avec 33 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait exister sur d'autres planètes avec des atmosphères complètement différentes. Le simple fait qu'elle ait existé sur Terre pendant tout ce temps, sans que personne ne le sache, est plutôt incroyable, n'est-ce pas ? Regarde ces arbres, ce sont des figuiers à caoutchouc. Leurs fortes racines ne poussent pas sous terre, mais à la surface. À l'aide de tuteurs et d'attaches spéciales, les gens ont appris à contrôler la manière dont poussent ces racines. Imagine que l'un de ces arbres se trouve à côté d'une fosse où tu veux bâtir un pont. Il suffit de diriger ses racines dans la direction souhaitée. Avec le temps, les racines pénètrent dans le sol et se renforcent sous les averses incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont. Voici un autre arbre étonnant appelé l'arbre de vie. Il pousse dans le désert de Bahreïn. Cet arbre se tient au sommet d'une dune de sable depuis plus de 400 ans, au milieu de nulle part. Il fait extrêmement chaud ici et il n'y a pas d'humidité. Mais malgré tout, l'arbre a des feuilles vertes et il continue de pousser. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore compris d'où il tire son humidité et ses nutriments. Il n'y a que des puits de pétrole tout autour. Les habitants de la région pensent que cet arbre est sacré. Après tout, il démontre la magie de la vie et le pouvoir de la nature. Certains experts sont sûrs que tout vient de ses racines. Elles sont si profondes qu'elles peuvent atteindre des sources lointaines. Imagine que tu as conduit toute la nuit. Tu n'as pas dormi et ton esprit commence à divaguer. Tu arrêtes la voiture et tu sors te dégourdir les jambes. Tu regardes alors le ciel et vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel ? Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 boules brillantes dans le ciel. Non, tu n'hallucines pas. C'est ce qu'on appelle une parélie, ou faux soleil. Cela se produit surtout pendant les fortes gelées. De petits cristaux de glace flottant dans le ciel déforment la lumière. C'est pour cela que tu penses voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est officiellement appelé un halo. Habituellement, il s'agit souvent d'un cercle autour du Soleil. Ce phénomène peut également se produire la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire pour voir un halo lumineux apparaître autour. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. Plus il y a de glace dans l'air, plus la lumière sera déformée, un peu comme dans une pièce pleine de miroirs. Un halo peut même prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut se produire. Alors que tu regardes l'horizon, le soleil semble se lever, puis il commence à se dissoudre dans le ciel et il fait de nouveau nuit. Et c'est seulement 1 minute plus tard que le vrai soleil apparaît enfin. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu avec les 3 soleils, sauf que là, la lumière est courbée verticalement et pas horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans les cristaux de glace qui est apparu. Mais il existe bien un lever de soleil montrant 3 étoiles à l'horizon. Pas sur Terre, mais à 340 années-lumière de là. Il y a un système stellaire au centre duquel se cache une étoile presque 2 fois plus grande que le Soleil, avec 2 petites étoiles en orbite autour d'elle.
Ce système étrange compte aussi une planète. Les levées et couchers de soleil s'y produisent donc avec 3 étoiles. Si tu organisais un rencard sur un banc pour regarder un coucher de soleil, ça devrait très bien se passer. Et puisque nous parlons des phénomènes naturels les plus déroutants, qu'en est-il de la neige dans un désert ? Durant l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'un des endroits les plus chauds et secs de notre planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige sur le sable. À certains endroits, cette couche de neige atteignait une épaisseur de près de 40 cm. Les météorologues ont trouvé une explication à ce phénomène. Ils ont dit que les masses d'air froid, combinées aux dernières précipitations, avaient entraîné une chute de neige au lieu d'une simple pluie. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas ? Des chameaux de neige ? Il faut 1 ou 2 bosses. Des rochers qui dévalent les pentes d'un volcan en éruption, qui poussent d'autres rochers plus gros sur leur chemin et qui finissent par tomber dans l'océan en une énorme cascade, provoquant une vague d'une hauteur jamais vue auparavant. C'est ce qui pourrait se produire si le Helena Slump de la grande île d'Hawaï tombait dans l'eau. Le volcan Kilauea est loin d'être en sommeil. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Ces éruptions sont généralement accompagnées de tremblements de terre de différentes magnitudes. Et à chaque tremblement de terre, les roches de magma sur les pentes du volcan se déplacent vers le bas. Ces formations rocheuses sont appelées slumps. Et l'Helena Slump est le plus connu d'entre eux. En 1868, l'effondrement de ce slump a provoqué un raz-de-marée de 18 mètres de haut. Mais le plus troublant est qu'il y a environ 110 000 ans, un glissement de terrain a provoqué l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés, qui à son tour a provoqué un méga tsunami de plus de 300 mètres de haut. Les scientifiques craignent qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Si cela se produisait, la vague pourrait engloutir l'ensemble d'Hawaï et atteindre facilement les côtes d'Amérique du Nord et du Sud. Les géologues s'empressent cependant de rassurer les gens en expliquant qu'un tel glissement de terrain est peu probable dans un avenir proche. Il est tout simplement trop tôt pour cela. Mais lorsqu'il se produira, les conséquences seront catastrophiques. Bonne journée! Le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est célèbre dans le monde entier pour ses paysages éblouissants et en particulier pour le Grand Prismatic Spring, coloré, qui se trouve en son cœur. Mais nous devons tous rester conscients que Yellowstone est avant tout un énorme caldeira, en fait, un supervolcan endormi. La différence entre un volcan ordinaire, comme le Kilauea d'autrefois, et un supervolcan est que ce dernier est des milliers de fois plus puissant. Imagine une éruption crachant des tonnes d'énormes rochers et des rivières de lave en fusion, pompant des nuages de cendres qui font que les pays interrompent les voyages aériens pendant des semaines. Et maintenant, multiplie tout cela par 1000. Voici à quoi ressemblerait une éruption à Yellowstone. Au début, une énorme zone au milieu du parc national tremblerait, s'effondrerait, puis serait propulsée vers le haut en une explosion de plusieurs mégatonnes. Des coulées de lave et des roches magmatiques couvriraient une superficie d'environ 100 km², soit la moitié de Washington DC. Mais le plus grand danger est la cendre volcanique. Le panache de cendres s'élèverait à des kilomètres au-dessus et serait emporté par le vent dans toutes les directions. Comme l'éruption serait loin d'être ordinaire, la distance de propagation et les dégâts seraient également beaucoup plus importants que d'habitude. La cendre est épaisse et lourde, de sorte qu'elle couvrirait une vaste zone, détruisant les cultures et même les bâtiments. Pire encore, elle se répandrait dans l'air et bloquerait le soleil, entraînant une baisse drastique de la température et un hiver artificiel. Même les volcans réguliers peuvent faire baisser les températures mondiales de quelques degrés. Un supervolcan peut potentiellement provoquer une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, les chances que le supervolcan de Yellowstone entre en éruption dans un avenir proche, ou même lointain, sont extrêmement faibles. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire de la Terre, et rien n'indique qu'une telle catastrophe devrait se reproduire. Les scientifiques estiment la probabilité à 0,00014%, ce qui est inférieur aux chances qu'un astéroïde nous anéantisse tous. En parlant de cela, si les dinosaures pouvaient parler, et bon, s'ils étaient vivants au passage, ils te diraient que la menace des astéroïdes est tout à fait réelle. Les scientifiques de la NASA affirment avoir suivi 90% de tous les astéroïdes géocroiseurs de taille importante, et aucun d'entre eux n'est préoccupant. Mais il en reste encore 10%. De plus, les astéroïdes peuvent modifier leur trajectoire en raison de l'attraction exercée par d'autres corps célestes et finir par se diriger vers nous. Quelle chance!
Si un astéroïde assez grand, de l'ordre de 1,6 km, touche la Terre, il provoquera d'abord une explosion assez puissante pour raser une douzaine de grandes villes en quelques secondes. Ensuite, l'impact soulèvera un nuage de poussière et de débris qui bloquera le Soleil, tout comme le nuage de cendres d'un volcan, et provoquera un hiver de plusieurs siècles sur toute la planète. Mais même s'il tombe dans l'océan, ce qui est plus probable, la vague qui en résultera s'élèvera à plusieurs kilomètres de hauteur, balayant les villes côtières de la surface de la planète. Mais au moins, il n'y aura pas de nouvelle ère glaciaire. Bien que les scientifiques soient pratiquement sûrs qu'une telle menace n'existe pas dans un avenir proche, on ne peut pas l'exclure complètement, et l'humanité a besoin d'au moins 5 ans pour se préparer à cet événement. Si un gros astéroïde proche de la Terre change soudainement de trajectoire et se dirige droit vers notre planète, nous n'aurons aucune chance contre lui. Un film catastrophe, quelqu'un ? Une calamité beaucoup plus probable cependant repose juste sous nos pieds. C'est la faille de San Andreas, en Californie. La faille est prête à se rompre depuis des années maintenant, et les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre de ce type est susceptible de se produire dans les 3 prochaines décennies. Et quand il se produira, ce ne sera pas beau à voir. Ils s'attendent à une magnitude de 8, ce qui est comparable à certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire. C'est d'autant plus dangereux que la Californie abrite certaines des villes les plus peuplées de l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles et San Francisco. Les immeubles de grande hauteur y sont courants et ils sont particulièrement vulnérables aux tremblements de terre souterrains. Le tremblement de terre de San Andreas pourrait causer beaucoup de dégâts dans les villes et les campagnes. Dans le pire des cas, le sol pourrait se briser, détruisant les bâtiments, les fermes et modifiant complètement le paysage. Cependant, les scientifiques pensent que la probabilité d'un tel tremblement de terre n'est que de 7% pour les 30 prochaines années. Il y a donc une grande chance, 93%, que nous ne voyions jamais cela de notre vivant. Pourtant, il existe un autre risque de tremblement de terre pas si éloigné du précédent, le mégaséisme au Chili. Le pays se trouve juste au-dessus de la zone de subduction, une zone où 2 plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Sur le lieu de leur rencontre, la tension s'accumule en raison de leur mouvement continu, et une fois que cette tension est trop forte, un tremblement de terre majeur se produit. Le Chili a connu de nombreux tremblements de terre ces dernières années, et les scientifiques s'inquiètent que ces derniers ne soient les préparatifs d'un tremblement de terre d'une ampleur beaucoup plus grande. Ils pensent qu'un grand tremblement de terre est prévu avant la fin du siècle et qu'il pourrait être dévastateur pour la zone côtière. Des séismes encore plus petits ont provoqué des tsunamis qui ont inondé la côte ouest et un énorme tremblement de terre comme celui-ci est susceptible de soulever une vague d'une hauteur incroyable. Le côté positif, c'est que le Chili sait désormais qu'il doit se préparer à l'avance aux catastrophes naturelles à venir et les géologues sont pratiquement sûrs que les gens pourront évacuer avant que le tremblement de terre ne frappe. En septembre 1859, l'astronome Richard Carrington regardait le Soleil quand il a soudainement vu une éruption lumineuse à sa surface. Il en a pris note, mais n'a réalisé l'importance de cette éruption que quelques jours plus tard. L'énergie de cette éruption a atteint la Terre et l'a frappée directement, provoquant l'apparition d'aurores boréales au-dessus de Cuba et brûlant les lignes télégraphiques partout dans le monde. Ce fut ce qu'on a appelé l'événement de Carrington, une tempête solaire. De telles tempêtes frappent la Terre assez souvent, mais aucune n'a été aussi puissante que le Carrington Event, ni avant ni après. Mais en 2012, les astronomes ont enregistré une éruption solaire similaire dont l'énergie a failli frapper notre planète une fois de plus. Si elle avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu de gros problèmes. Aujourd'hui, l'humanité dépend de l'électricité dans presque tous les aspects de la vie, et une puissante tempête solaire perturberait beaucoup le champ électromagnétique de la Terre. Tous les appareils électriques s'arrêteraient ou court-circuiteraient, et les énormes transformateurs qui alimentent pratiquement tout tomberaient en panne pour de bon. Il faudrait des années pour les réparer, et le coût d'une panne aussi massive se chiffrerait en billions de dollars. Le pire, c'est que la science est presque incapable de prévoir les tempêtes solaires, et même si nous pouvions les connaître à l'avance, nous ne pourrions pas les arrêter. L'éruption se produit en quelques secondes, et il faut environ 8 minutes pour que les particules atteignent l'atmosphère terrestre, causant des perturbations. La panne d'électricité surviendrait un peu plus tard, d'ici un jour ou deux, lorsqu'un nuage de plasma massif atteindrait notre planète. Pour le moment, il n'y a aucune protection contre les éruptions solaires, et les chances qu'il y en ait une assez puissante pour couper toute notre électricité dans les prochaines années sont assez élevées, environ 12%. Le seul point positif dans tout cela est que nous connaissons maintenant cette possibilité et que nous pouvons au moins nous y préparer à l'avance. N'oublie pas de prendre des sous-vêtements et des chaussettes, c'est toujours utile.
S'il y avait des cataclysmes toutes les 5 minutes sur Terre, les conditions de vie sur notre planète seraient presque les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. À l'époque, les mers et les océans étaient en ébullition. La foudre frappait partout. Les plaques tectoniques changeaient de forme. La lave fusait des volcans. Et pire encore, pas d'Internet. La Terre ressemblait à un vaste chaudron bouillonnant où la vie était graduellement en train de prendre forme. Si cela recommence à bouillir, ce chaudron pourrait détruire presque toute la vie sur la planète. Donc, des cataclysmes consécutifs, ça ne ferait pas de mal de se projeter. Et si l'on imaginait tout cela ? Bien le bonjour, tu te réveilles dans un petit bunker souterrain. Le capteur sismique indique qu'un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter va sévir dans quelques minutes. Tu emportes un énorme sac à dos étanche et tu te rends sous terre. Le bunker est protégé de l'activité sismique. Il bouge au gré du sol, donc tu y es en sécurité. Mais tu dois quitter cet abri car tu as peu de ressources. De plus, tu as capté un signal radio hier, te disant que tous les survivants étaient partis immédiatement au sud. Les coordonnées qu'ils ont fournies ne sont pas très éloignées des tiennes. Tu dois te dépêcher avant que le paysage ne change de nouveau. Tu ouvres la trappe et tu te retrouves au milieu du désert. Le soleil est presque invisible derrière ce ciel gris épais. Le sol tremble, mais tu n'as pas peur. Il n'y a plus de maison ni de construction. Rien ne te tombe dessus. Tu gardes parfaitement ton équilibre et le tremblement de terre ne t'effraie pas outre mesure. C'est comme sauter sur un trampoline. Le seul danger, ce sont les gouffres béants dans le sol, mais tu peux facilement sauter par-dessus. Après ce réveil extrêmement matinal, tu décides de prendre ton petit déjeuner. Tu sors une boîte de conserve de ton sac à dos. Tu as quelques minutes avant le prochain désastre. Donc, tu manges et tu te souviens de ton grand-père qui te racontait comment tout avait commencé. Avant tout cela, la planète était divisée en territoires appelés pays. Des millions de gens vivaient là, puis quelque chose de terrible est arrivé. Les plaques tectoniques ont commencé à bouger et la température de l'air et la pression atmosphérique ont commencé à changer rapidement. En un jour, des tremblements de terre ont détruit des villes entières. Les tsunamis et les inondations ont emporté toutes les ruines. Les cendres volcaniques ont bloqué le passage des rayons du soleil. Les feux de forêt ont détruit presque toute la végétation. Et les éruptions ont empoisonné l'air. Seules quelques personnes ont réussi à s'adapter à de telles conditions et tu fais partie des rares survivants. En finissant ton petit déjeuner, tu es distrait par un autre tremblement qui provient du sol. Il est temps de bouger. Beaucoup de gens parcourent le monde seuls, car ils considèrent que c'est plus sûr. D'autres forment de petites communautés, mais personne ne reste au même endroit bien longtemps. Toute ta vie est en mouvement, mais tu ne paniques pas. L'une des règles principales lors d'une catastrophe naturelle, c'est de rester calme. Donc tous les survivants ont encore des nerfs d'acier et une excellente condition physique. Tu parcours quelques kilomètres vers le sud et tu sens soudain quelque chose d'étrange. Tu mets un masque à gaz. Le tremblement de terre a créé une éruption caractéristique. Le dioxyde de carbone naturel est relâché du sol vers la surface. Tu te sens plus à l'aise avec ton masque, mais tu ne peux pas courir vite quand tu le portes. Plus loin, tu aperçois une forêt verte. L'un des rares endroits à ne pas avoir été affecté par les feux. Tu enlèves ton masque et tu t'y rends pour t'abriter du soleil brûlant. Cette zone verte est riche en végétation. Des fleurs colorées, des fraises et bien d'autres baies poussent ici. Mais tu es inquiet. Une terre si fertile est souvent près des volcans. Ils crachent du magma riche en vitamines et minéraux. Donc la végétation pousse. Tu peux voir une montagne haute au loin. C'est le volcan. Une poussée souterraine se fait à nouveau sentir et provoque une éruption. Tu récoltes des fraises et tu t'enfuis aussi vite que possible. La lave sort de la gueule du volcan et provoque un feu de forêt. Tu sors une trottinette pliable de ton sac à dos avec son moteur et tu t'en vas aussi vite que possible de ce brasier. Le ciel est rempli de cendres volcaniques, mais cela ne durera pas longtemps. Le vent devient de plus en plus fort à chaque seconde. Tu te rends compte qu'un ouragan arrive droit sur toi. Tu prends une petite pelle et tu creuses un trou dans le sol. Ce dernier est sec, mais tu as suffisamment de force pour creuser une petite tranchée en quelques minutes. Tu plonges dans l'abri de fortune et tu te protèges à l'aide d'une tente. L'ouragan souffle les cendres volcaniques dans différentes directions et l'air devient alors plus clair. Mais le feu ne cesse pas. Le vent le répand à travers la forêt. Tu sors du ravin et tu remets ton masque à gaz. Il y a beaucoup de fumée autour et il y fait incroyablement chaud. Tu sais que l'ouragan n'a pas pu arriver sans raison. Il se forme quand de l'air chaud et humide se heurte à la surface de la mer et il s'élève alors dans les airs.
Donc il y a de l'eau par là. Génial, car tu as soif et tu veux te rafraîchir. Un son tonitruant se met à rugir derrière toi. Tu te retournes, une vague d'eau gigantesque s'approche du feu. Sans paniquer, tu tires ton gilet de sauvetage de ton sac à dos, tu retires ton masque à gaz et tu mets un masque de plongée et des palmes. La vague t'emporte, mais tu ne te noies pas. Avec le temps, tu as appris à très bien nager. Tu t'accroches à un arbre qui passe par là et tu attends patiemment que l'inondation soit remplacée par un autre désastre naturel. Durant 5 minutes, tu navigues sous un ciel orageux et sombre, d'où les éclairs jaillissent plusieurs fois. Malgré les vagues, tu tentes de te diriger vers le sud. Il fait plutôt froid. Tu aperçois enfin la rive, mais ce n'est pas de la terre, c'est de la glace. Un vent fort a amené un cyclone très froid, qui a provoqué un changement brutal de température. C'est comme si tu étais en Antarctique. La neige et le blizzard t'entourent, il fait extrêmement froid. Mais tu prends une couverture isolante fabriquée en aluminium et tu marches lentement vers le sud. Sous tes vêtements, tu as mis du papier chiffonné, du papier à bulles, des morceaux de coton. Tout cela pour garder ton corps au chaud. Sur la route, tu récupères quelques bouteilles de neige pour la faire fondre plus tard. Des stalactites se forment sur ton visage et tu n'y vois plus rien à cause de la tempête de neige. Soudainement, la neige commence à s'effondrer sous ton poids. La glace fond et se transforme en eau. Un courant d'air chaud souffle sur ton visage. Tu te retrouves sur le sol dur et sec. Tu regardes le ciel, puis ta montre. 5 minutes ont passé et le ciel est à nouveau couvert de nuages sombres. Tu prends une assiette de métal dans ton sac à dos et tu te couvres la tête avec. Quelques secondes plus tard, tu es en proie à la pluie battante et à la grêle. D'énormes boules de neige viennent s'écraser contre ton bouclier de métal. Mais tu gardes ton calme et tu as même le sourire. Le sol devient mouillé et instable à cause des roches glacées. Quand la grêle se termine enfin, tu retires tous les matériaux isolants de sous tes vêtements et tu les caches dans ton sac à dos. Puis tu sors de longues tiges d'acier. Elles sont entourées de fils de cuivre. Tu les connectes les unes aux autres en faisant ainsi une longue antenne. Tu la plantes dans le sol et tu t'en vas. Après la grêle et la pluie, c'est la foudre qui frappe le sol. Plus précisément, elle s'abat sur le paratonnerre que tu viens de construire. Tu attends que la tempête s'en aille, puis tu reprends ton attirail et tu le ranges dans ton sac. Une chaleur intense t'entoure. Tu bois de la neige fondue et tu marches à travers le désert. La terre tremble et ton aventure reprend. Les tremblements de terre, le dioxyde de carbone, les feux, les inondations, les chutes de neige, les tsunamis, les éclairs. Encore, et encore, et encore. À l'aide d'une boussole, tu poursuis ton voyage et tu atteins enfin ta destination quelques mois plus tard. Tu vois une longue antenne qui sort du sol. C'est le repère indiquant que tu entres dans une ville souterraine. La ville est composée de douzaines de bunkers reliés les uns aux autres par des tunnels. Les murs de la ville ne permettent pas aux radiations de passer au travers et ils sont résistants aux tremblements de terre. Les gens ont appris à tirer l'énergie du sol. Le noyau de la terre fournit de la chaleur. Elle permet de faire bouillir l'eau, donc de créer de la vapeur. Et l'électricité est créée dans des stations spécifiques. Les gens prennent de l'eau dans des rivières et des lacs souterrains. Au lieu du soleil, des lampes à ultraviolets sont installées partout, ce qui fournit suffisamment de lumière aux gens et aux plantes. Les catastrophes naturelles ont lieu toutes les 5 minutes sur Terre, mais l'humanité a encore beaucoup de place en sous-sol. En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un mûrier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents.
La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'État de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux ? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ 1 km de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos au Nouveau-Mexique rend les habitants de cette ville complètement dingues depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rond de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Ouais. Si tu vas voir le Mékong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac Supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubing. Les grugnons sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement.
Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Esdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chanet-Timpishka, longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut! Allez, on écoute bien. Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh! Et ça, ce n'est que lundi. Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km/h dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète. À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre. Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein ? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises, ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface, ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un 10 millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début.
En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment ils survivent sur Vénus. Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant, les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère, mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où ils pourraient être protégés par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose, la découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise. Alors on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil. Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal. Et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes. Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile. Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions, comme la pression et la gravité, sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est 2 fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimandjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial, ou plutôt le faire planer dans l'air, serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air.
Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km/h au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être 2 fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil. Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique, ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Ouais, moi non plus, je ne suis pas emballé.